C'est soit au niveau de l'artère, donc de tout l'arbre artériel d'amont, voire au niveau de l'anastomose. Rarement une sténose distale qui va entraîner un hypodébit, mais si elle est majeure, ça peut aussi entraîner un hypodébit. Et ça s'associera à d'autres problèmes, et en particulier à une pression veineuse élevée, dans ce cas-là, et donc à un temps de compression élevé aussi, allongé. Donc s'il faut comprimer plus de 10 minutes la fistule en fin de dialyse, c'est peut-être qu'il y a une hyperpression. Ensuite, il y a les difficultés de ponction qui peuvent être dues juste à une fistule trop profonde et qu'on va éventuellement superficialiser chirurgicalement, ou la présence de thrombus ou de calcification. Et puis il y a les phénomènes de recirculation, souvent en rapport avec une sténose veineuse en aval du dernier point, du point veineux, qui entraîne un flux rétrograde vers le point artériel, et ça tourne en boucle dans le système d'épuration. Donc on fait une analyse hémodynamique et morphologique. Donc sur le plan hémodynamique, ça commence par la mesure du débit qu'on mesure au niveau huméral ou brachial. Oui, c'est la même chose, brachial ou axillaire si jamais on a une bifurcation haute de l'artère brachiale. Donc on ne se met jamais dans la fistule pour mesurer le débit, le flux est turbulent. Et moi j'ai un truc qui apparaît là, hop, je ferme ça. Donc un débit au niveau d'une artère régulière avec un flux laminaire, analyse de la perfusion distale jusqu'aux artères digitales palmaires, et recherche de sténose, que ce soit au niveau des artères afférentes, au niveau de l'anastomose, au niveau du trajet de la fistule, puis des veines de drainage d'aval. Sur le plan morphologique, on va mesurer le calibre de la veine, on va analyser la paroi de cette veine, en repérant toutes les anomalies de fibrose, d'hyperplasie, dissection, plicature, thrombus en particulier. Et puis analyse de la paroi des stents, on peut avoir des fistules en PTFE brachioaxillaire, et on analyse aussi le tissu environnant, est-ce qu'il y a des hématomes, un sérome ou des signes d'infection périveineuse. Donc le matériel sont des sondes de haute fréquence, sondes linéaires de haute fréquence. On peut avoir besoin parfois d'une sonde de très basse fréquence, fesse de raie avec une petite tête pour voir au niveau des troncs veineux brachiocéphaliques. On utilise toutes les modalités ultrasonores pour faire de l'hémodynamique et du luminogramme, de l'analyse morphologique de la lumière. Et puis un outil qui est indispensable, c'est la main, parce que ça commence toujours par une analyse clinique de la fistule. On fait déjà 80% du diagnostic juste en palpant et en étudiant cliniquement la fistule. Donc le patient est installé en décubitus dorsal, épaules et cou dégagés parce qu'on remonte effectivement jusqu'à la racine du bras et de l'épaule. Bras en position de dialyse, parce qu'on peut avoir des phénomènes de plicature en fonction de la position du bras. Donc on met le bras dans la situation de dialyse, et puis on fait l'examen clinique de la peau, la présence d'ectasie, la palpation de SRIL sur le trajet de la fistule, pas que sur l'anastomose, mais même en aval. La consistance de la fistule, est-ce qu'elle est tendue, est-ce qu'il y a des zones qui sont vraiment très tendues et d'autres qui sont très, très souples. Et puis est-ce qu'il y a une bonne vidange de la fistule à la surélévation du bras. Et puis est-ce qu'il y a un œdème global du membre supérieur. Donc voilà des petites images d'une croûte bénigne en haut à gauche, un point de nécrose par contre à droite, qui peut vraiment entraîner une hémorragie cataclysmique, des ectasies, des anévrismes en bas à droite, une fistule normale qui se dilate progressivement. Et lors de la surélévation du bras, on a une fistule qui s'aplatit complètement, qui montre bien qu'il n'y a pas de sténose distale en particulier, qui empêcherait le drainage. Bon, l'examen clinique, bien sûr, est faillible en cas d'obésité, de pontage prothétique complexe, difficile d'apprécier le débit de la fistule, de repérer les sténoses multiples, et puis la présence de thrombus endoluminal. Donc on commence par analyser les axes artériels en amont de la fistule, de l'anastomose. Donc on mesure le débit. On analyse l'axe artériel en aval, ça veut dire vers la main. Est-ce qu'il y a une bonne vascularisation distale? Quels sont les
les anomalies éventuelles de l'anastomose, le trajet de la fistule, du pontage, le tissu et le drainage veineux d'aval. Voilà, en amont, on peut très bien trouver la médiacale cause habituelle chez l'insuffisance rénale chronique, mais plus ou moins sévère, les sténoses sur l'ensemble de l'arbre artériel, en particulier sur les artères radiales. Donc le débit sur une artère régulière, laminaire, flux laminaire, un angle inférieur à 60 degrés, une fenêtre, un échantillon qui fait au moins les 2/3, voire la taille complète de la lumière. On mesure le diamètre intima à intima, hein, ce n'est pas le diamètre de l'artère, et puis de préférence en diastole, parce que la plus longue durée du cycle est plutôt en diastole, donc pour ne pas majorer artificiellement le débit. Donc ici, on a, peut-être ça marche, une mesure qui se fait sur l'artère brachiale. On voit qu'on a une correction. Voilà. La correction, c'est-à-dire le calcul de l'angle qui permet d'avoir une valeur absolue correcte. Et là, on a donc, c'est cette courbe qui mesure le débit, hein, la vitesse moyenne des moyennes, et puis une bonne correction d'angle, bien dans l'axe du vaisseau pour une mesure du diamètre bien perpendiculaire. Qui dit débit dit risque de thrombose en cas d'hypodébit. Il y a différentes règles qui ont été proposées pour qualifier de fistule à risque. Donc pour les Américains, c'est un débit de moins de 600 millilitres avec une chute de plus de 25% en l'espace de 4 mois. Pour les Canadiens, c'est pareil, moins de 600, une chute de 20%. Et puis ici, cette équipe française de Tours, pareil, qui mesure de façon mensuelle le débit. Donc il y a des transsoniques dans le service de dialyse qui permettent de faire juste la mesure du débit. Et donc si on a une mesure avec une chute de plus de 50%, un débit qui devient inférieur à 400 millilitres, là on propose une réintervention, c'est-à-dire une phlébographie, une fistulographie et un geste pour vraiment éviter la thrombose. Et dans ces circonstances, on avait sur cette série de 56 fistules à 1 an, 0 thrombose quand on appliquait ce protocole de surveillance. Donc les anomalies hémodynamiques, il y en a un certain nombre qu'on va rechercher. Tout d'abord le retard de maturation, juste après la création de la fistule, les hypodébits, hyperdébits et éventuellement l'insuffisance cardiaque, et là l'échocardio pourra donner son avis sur la question. La recherche de sténose à tous les niveaux possibles, hein, qui peut entraîner hypodébit, recirculation ou pression veineuse élevée, et puis risque éventuel de thrombose, l'ischémie distale, digitale, avec des ulcères possibles, et puis l'analyse des veines profondes et les possibles sténoses des veines profondes de drainage. Donc le retard de maturation d'une fistule après sa création, par définition, c'est un débit qui fait moins de 300 millilitres minute, un diamètre inférieur à 4 mm, ceci au bout de 6 semaines. Donc dans ces circonstances, on se pose la question de savoir ce qui se passe et s'il y a quelque chose à corriger. Est-ce qu'il y a eu thrombose? Il y a souvent des dédoublements de veines. Est-ce qu'il y a thrombose partielle, thrombose d'une des branches de drainage? Est-ce qu'il y a des sténoses d'artère d'amont, sténose sur l'artère donneuse elle-même, sténose anastomotique, sténose de la veine artérialisée, etc. Donc on fait... en général, il y a un bilan systématique qui est fait après la création de la fistule. Mais déjà en service de dialyse, on peut faire au transsonique cette mesure de débit, et si vraiment elle est très faible, on fait le bilan complet en écho-doppler. Normalement, une fistule doit, au bout de 24 heures, on a déjà plus de 50% d'augmentation de diamètre de la veine. À une semaine, on a presque doublé, et puis on arrive à un équilibre à environ 12 semaines. Et pour le débit, il sera submaximal à 4 semaines, et puis stabilisé à peu près à 12 semaines. Bien sûr, ça va dépendre du bilan pré-fistule qu'on aura fait avant la création de la fistule. Et en fonction du calibre de la veine, si elle fait moins de 2 mm, on sait qu'on a une perméabilité à 3 mois qui est
Ouais, c'est ça qui sera faible, 16% de perméabilité à 3 mois, alors qu'une veine de plus de 2 mm, on arrive à 76%. Ce sont des chiffres qui sont indicatifs, hein, c'est pas aussi précis, mais effectivement, plus la veine est grosse et moins on a de risque de thrombose immédiate, hein. Donc l'hypodébie, on recherche une sténose sur l'artère donneuse, sur l'anastomose, sur la veine en amont des points de ponction, puisque c'est au point artériel qu'on va se rendre compte qu'il y a un hypodébit. Ici, par exemple, on avait 225 ml/minute sur cette mesure. On fait toujours un petit schéma pour bien montrer comment ça se passe, où ça se situe, les différentes ectasies, les trajets. Une sténose ici aussi au niveau de la crosse céphalique. Donc, les infirmières aiment bien avoir un schéma de la fistule sous les yeux, y compris le radiologue interventionnel aussi pour confronter à la fistulographie. L'hyperdébit, par définition, c'est plus de 1500 voire 2000 ml/minute en fonction des équipes. Donc ça va faire une dilatation accélérée de ces fistules natives avec parfois une hyperpression et donc une augmentation du temps de compression, éventuellement l'insuffisance cardiaque, et puis une ischémie possible, une ischémie distale possible par phénomène de vol, mais en fait, l'ischémie distale, elle est quasiment systématiquement associée à une artériopathie distale. Il faut qu'il y ait vraiment des lésions des artères radiales et ulnaires pour entraîner une ischémie sévère. Donc ce qui va déterminer bien sûr les débits, c'est la surface de l'anastomose, le diamètre de la veine minimale de la veine de drainage, le diamètre moyen de l'artère donneuse, le diamètre moyen de la veine de drainage. Tout ça, c'est les résistances, hein, qui sont en fonction du diamètre puissance 4 et de la longueur. Ici, une grosse anastomose, presque 7 mm de longueur. On peut penser qu'il va y avoir un débit élevé si les veines en aval sont de gros calibre. Et là, on arrivait, je ne vois pas très bien, mais on devait être à peut-être 3 litres. Enfin bon, grosse veine, 10 mm, fistule anastomose de 7 mm. Voilà, c'est ce genre de situation. Donc les sténoses, pour le diagnostic des sténoses, les ultrasons, c'est excellente sensibilité, spécificité, hein. Et puis ça permet donc de faire éventuellement une angioplastie prophylactique, sachant que toute sténose n'est pas forcément à dilater, hein. Si on a une fistule de gros débit qui se voit présenter une fistule peu après son origine, hein, c'est un site fréquent d'hyperplasie intimale en post-anastomotique, il n'est pas forcément nécessaire de la dilater si on est encore à 800 ou 1000 ml/minute, hein. On va la surveiller, mais si on la dilate, on risque de passer en hyperdébit. Donc, toute sténose n'est pas forcément à dilater. Et voilà, ici, par exemple, dans cette série en bas, sur 40 patients asymptomatiques, 80% des patients avaient des sténoses de plus de 50%. Hein, si on regarde, il y a rarement une fistule parfaite, quoi. Il y a toujours des petites irrégularités. Tant qu'elle fonctionne bien, qu'il y a un bon débit, pas trop de pression, on la surveille. Alors il y a des critères de sténose qui sont indicatifs, mais quand même, une veine artérialisée qui fait moins de 2,7 mm, ça commence vraiment à être une sténose anatomique significative. Un pic systolique de plus de 500 cm/s, pas au niveau de l'anastomose, mais donc sur le trajet de la veine, avec un rapport de vitesse supérieur à 4. Donc ça sous-entend bien qu'on a un trajet normal en amont. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des anévrismes, plus de 20 mm, on commence à parler d'anévrisme. Et puis, pareil, pour les sténoses des axes donneurs, artériels donneurs, c'est 400 cm/s et un rapport à 3 qui commence à faire parler de sténose significative au niveau d'une artère radiale, par exemple. Et puis, une sténose critique, c'est effectivement une veine de moins de 2 mm, un débit qui est inférieur à 600 ml ou qui a diminué de plus de 25%, comme on a vu précédemment. Donc, on peut avoir voilà, ce genre de sténose post-anastomotique, ici avec un thrombus même sur l'ectasie post-sténotique. La localisation donc préférentielle de ces sténoses, c'est post-anastomotique pour les fistules natives. Hein, c'est vraiment le gros contingent de sténose.
Pour les fistules, ça c'est plutôt pour les fistules distales. Hein. Pour les fistules proximales, c'est plutôt en distalité de la veine basilique ou de la crosse céphalique. Et puis pour les fistules prothétiques, ça sera surtout au niveau anastomotique, prothéto-veineux. Là ici une sténose proximale avec une hyperplasie et des vitesses très élevées. Alors on voit qu'au Doppler pulsé, on peut être gêné, hein, il y a l'ambiguïté en vitesse, ce qui fait qu'on a sur certaines machines du Doppler continu sur les sondes. C'est pas fréquent, souvent ça n'est que sur la fesse de raie des coqueurs qui fait le transcranien pour nous, mais certaines machines proposent du Doppler continu et là on s'affranchit de cette ambiguïté en vitesse, on peut avoir les vraies valeurs absolues. Donc, qui dit sténose veineuse proximale dit PV normal en aval. Il n'y aura pas de problème d'hyperpression, mais par contre, on peut avoir réduction de débit hein, avec ce genre de sténose. Sténose entre les points de ponction. Donc, la pression veineuse, elle est importante, cette pression veineuse, c'est celle qui permet de réinjecter dans le système, hein, dans la fistule. Donc s'il y a trop de pression dans la veine, la machine a du mal à réinjecter. Ici, si la sténose est en amont de ce point veineux, il n'y aura pas de problème pour réinjecter. Donc si le débit globalement est... Bug. Ouais. Boum, ça fait boum. Okay. C'est pour vous réveiller en fait que de temps en temps, je donne un petit coup de boost. Donc dans cette condition, si la sténose est entre les points de ponction, pression veineuse normale, le débit peut être préservé ou réduit, et le temps de compression, par contre, au niveau artériel, peut être, lui, éventuellement augmenté. Voilà, on a par exemple deux points de... Globalement, il y a deux petites dilatations qui correspondaient au point de ponction, et avec une vidéo qui va peut-être repartir, mais donc une sténose qui était entre les deux points de ponction. Par contre, quand la sténose est donc en aval de ces deux points de ponction, donc la pression veineuse peut augmenter avec des difficultés de réinjecter. En conséquence, il va y avoir un flux rétrograde qui va repartir vers le point artériel et puis ça circule en boucle dans la machine, ce qui entraîne donc cette recirculation avec une mauvaise dialysance. Et puis, si la sténose est vraiment sévère, on va avoir aussi ensuite la réduction de débit. Voilà une sténose distale typique de la terminaison d'une veine basilique, hein, avec une hyperplasie importante, ou une plicature de la crosse de la céphalique, avec des vitesses très très élevées. Alors quand on a ces sténoses distales, en amont on a une hyperpression, on a les veines qui se dilatent avec des anévrismes, et donc du thrombus qui risque d'apparaître au niveau de ces dilatations. Voilà, ça c'est un stent avec une sténose par hyperplasie très sévère au niveau de la terminaison du stent. Voilà, on voit que les vitesses sont nettement supérieures à 400, 500. Et en coupe transversale, on a cette hyperplasie intimale circonférentielle dans le stent, qu'on retrouve ici en longitudinal. On peut avoir sténose par compression extrinsèque également, que ce soit par un hématome ou des sinuosités d'une artère qui va entraîner ensuite la compression veineuse. Et puis pour ce qui est du PTFE, donc on voit que le sens du flux c'est de droite à gauche, l'anastomose artérielle, l'anastomose veineuse et le plus souvent l'hyperplasie en distalité au niveau de l'anastomose veineuse. Et dans ce cas-là, on voit le profil de pression normalement qui devrait progressivement diminuer le long de ce PTFE et puis qui va au contraire rester élevé sur les deux points de ponction. Voilà, là c'est pareil, une hyperplasie juste en aval de l'anastomose veineuse.
avec des vitesses toujours très élevées. Donc l'ischémie distale, donc avec un hypodébit distal, c'est vraiment essentiellement quand on a une artériopathie oblitérante distale au niveau des artères antébrachales. Si on a de très belles artères antébrachales, il faudrait vraiment une fistule avec un débit monstrueux, avec un phénomène de vol entre guillemets important pour que ça entraîne cette ischémie distale. Donc c'est sûr que si on comprime la veine artérialisée, on voit le flux qui augmente en distalité, mais c'est systématique quelles que soient les fistules. Donc ça devient péjoratif que s'il y a l'artériopathie associée. Exceptionnellement, c'est l'hyperpression veineuse sur une sténose veineuse distale profonde qui peut entraîner cette ischémie, et puis il peut y avoir des phénomènes d'embolie également. Donc dans les fistules distales, effectivement, ça peut arriver, c'est 1 à 2% dans la littérature. Un peu plus fréquent sur les fistules proximales, et ça peut nécessiter une correction qui peut aller jusqu'à la fermeture de cette fistule pour régler ces problèmes d'ischémie ici digitale. Les sténoses ensuite au niveau des veines profondes de drainage, cliniquement on va avoir un gros bras, on va avoir une circulation veineuse superficielle de collatéralité, avec ici une hyperplasie sur la veine sous-clavière. On peut avoir ce genre de schéma, aussi une occlusion du tronc veineux brachiocéphalique, et dans ce cas on voit que la veine jugulaire interne homolatérale est de flux rétrograde. Donc c'est simple aussi à examiner. On met toujours un petit coup de sonde sur la veine jugulaire. Si elle est inversée, c'est vraiment qu'il y a un souci sur le tronc veineux brachiocéphalique. Et puis on a souvent un arc antérieur qui part du confluent jugulo-sous-clavier du côté occluve vers l'autre côté. Voilà, ce qui est la plus fréquente, c'est la sténose distale de la veine sous-clavière. Voilà, on a des vitesses très élevées, 300 sur la veine sous-clavière distale, c'est vraiment une sténose sévère. Ensuite, après ces anomalies hémodynamiques, on a toutes les anomalies morphologiques avec les problèmes infectieux, en particulier sur les fistules prothétiques, 10 à 20% dans la littérature. Les anévrismes, la présence de thrombus, les hématomes périveineux, quand on a des difficultés de ponction, on traumatise la veine, on crée des hématomes. Et l'œdème, s'il y a une thrombose, une sténose veineuse profonde distale. Voilà, un anévrisme 23 mm, on commence à parler d'anévrisme, avec éventuellement un thrombus ici qui va poser problème. Si c'était le point de ponction, ça va être compliqué ensuite de perforer et de ponctionner. Ici, classique faux anévrisme sur une paroi de PTFE. Avec voilà, il n'y a plus de paroi quasiment sur ce point de ponction. Éventuellement un thrombus, un flap thrombotique. Il peut y avoir des phénomènes d'embolie pulmonaire sur les fistules avec du thrombus. Voilà, quand on a un gros thrombus comme ça et qu'on veut ponctionner ici, on peut très bien décrocher un peu de ce thrombus. Voilà. Ça peut être assez impressionnant aussi en coupe longitudinale. Une compression extrinsèque, une veine de petit calibre comprimée par un hématome. Un petit flap post-angioplastie, ça c'est assez banal et ça n'a pas forcément de retentissement. Et là, une image typique, donc morphologique, d'hyperplasie hypoéchogène, homogène, assez régulière. Les valves, parfois, peuvent entraîner des sténoses, elles peuvent s'hypertrophier, se fibroser et induire des sténoses. Elles ne sont pas forcément toujours souples et bien mobiles. Donc on peut trouver ces sténoses sur jeu valvulaire fibrosées. Les calcifications, avec le temps, les veines vont se calcifier. Et on peut aussi, en particulier au niveau juxta-anastomotique, et on va retrouver des sténoses apparaître. Voilà, ici,
On avait une lumière résiduelle de 2,5 mm, ça commence à être une fistule de petit calibre. Les stents sont vraiment faciles à contrôler, hein, c'est superficiel toutes ces fistules, donc on voit très bien s'il y a ou pas de l'hyperplasie, s'il y a ou pas une sténose. Voilà, il y a un flux qui est tout à fait satisfaisant, même s'il y a peut-être une petite hyperplasie, mais sans conséquence hémodynamique. Et puis quand il y avait un phénomène d'ischémie distale, on peut avoir à fermer la fistule et on aura ensuite une veine qui se thrombosera. Donc ce qui est vraiment important, c'est de confronter la clinique. La clinique, ce sont les dysfonctionnements pendant les séances de dialyse, mais aussi l'examen clinique de la fistule. Confronter débit, sténose, est-ce qu'il y a une fistule tendue, ce qui est signe d'une sténose d'aval, est-ce que ça induit une diminution du débit ou pas? Tout c'est un faisceau d'arguments et on interviendra si cette sténose est symptomatique au moment des séances. Bon, bien sûr, c'est non invasif, non irradiant, c'est vraiment un examen performant, peu coûteux. Et après, il y a toujours la discussion, est-ce qu'on fait un protocole de surveillance régulier ou est-ce qu'on fait simplement une surveillance, un examen orienté par le dysfonctionnement? Ça, c'est un peu équipe dépendant. Et puis, je ne vous en ai pas parlé, mais on fait bien sûr des angioplasties échographiques, éco-guidées, y compris assez loin sur les veines profondes. Mais c'est un autre chapitre et c'est encore très peu répandu quand même.